il y a des points quand même qui sont pas totalement exacts. Par exemple, on remarque qu'entre les salariés du public et les salariés du privé, il y a 3 jours d'écart d'absence. C'est-à-dire que les salariés du public sont absents 4,7 jours par an, alors que les salariés du privé sont uniquement absents 11,7 jours. Donc il y a quand même 3 jours d'écart. Et surtout, ce qu'on a vu, c'était que le nombre d'absences a doublé en moins de 10 ans. C'est le deuxième élément. Je pense que le sujet essentiel, notamment lorsqu'on est ministre de la fonction publique et lorsqu'on veut... Ça prouve que la fonction publique va mal. Oui, non, mais ça c'est un autre sujet. C'est ce que je pointais au départ. Le sujet numéro 1, l'argumentaire du ministre est le suivant. Le coût de l'absentéisme de la fonction publique coûte 15 milliards d'euros par an. Parce que le nombre d'absences équivaut à 300 000 emplois manquants. Si par cas vous avez 300 000 emplois manquants, il faut bien assurer une continuité des services publics. Donc il faut remplacer les personnes qui ne sont pas là par d'autres personnes. Notamment, vous citiez le cas des professeurs. Si un professeur n'est pas là, il faut forcément un nouveau professeur pour assurer cours. Sinon, ceux qui payent le coût de l'absence du personnel, c'est les usagers et donc les élèves en question, alors que l'école est déjà en situation difficile au regard de nos classements PISA. L'autre sujet également un volet financier, c'est-à-dire qu'en plus du coût, vous avez un coût financier. Le coût de l'absence totale équivaut à 15 milliards d'euros. Or, le ministre, comme l'a rappelé Arnaud Benedetti, a besoin de faire des économies. Vous avez un coût de la sécurité sociale qui a augmenté de 10 milliards prévus de déficit à 19 milliards. Vous avez besoin de réduire ce déficit au moins de 3 à 4 milliards, voire peut-être plus dans les années à venir. L'autre élément aussi, qui est important, je pense, c'est enfin la question de l'argumentaire de l'égalité. Vous demandez à l'ensemble des Français des efforts supplémentaires à travers des hausses d'impôts centrées sur les plus riches et les hausses d'impôts notamment sur les grandes entreprises. Une grande partie des Français vont également payer. Les retraités vont avoir un décalage de la revalorisation de leur indemnité par rapport à l'inflation. Et donc, tout le monde doit contribuer. Je pense que l'objectif du ministre, c'est de dire si chacun contribue, pourquoi est-ce que les fonctionnaires seraient exemptés de cet effort national alors que l'ensemble du pays contribue, chacun à leur manière, à l'effort de contribution de réduction du déficit. Ça rime de tendre le bâton. 3 jours, une grippe où vous arrêtez pas pendant 3 semaines. Les grippes, c'est pas pendant toute l'année. Non, donc, c'est pas pendant toute l'année. Ce que je vous dis, c'est que les rhinopharyngites, les grippes, etc. Et ce que je veux juste dire, c'est que c'est ça le problème. Pour rebondir, pour terminer sur la question que vous me posiez, oui, prendre soin des personnels du service public, c'est prendre soin du service public et des usagers du service public. Ces jours de carence mis en avant par le gouvernement, ça sous-entend qu'il y a des arrêts maladie de complaisance ? En partie, mais ce n'est pas uniquement ça. Mais qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Puisque ce que disait madame, la syndicaliste, le rapport de l'IGAS dit 95%. On va laisser William Day quand même exprimer son point de vue. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Je dis de toute façon, vous ne pouvez pas le mesurer, c'est comme la fraude, vous avez des estimations. Donc ça, c'est le premier point. Le point ensuite, après, essentiel... Est-ce que c'est majoritaire ? Est-ce qu'on a une idée de savoir si c'est majoritaire ? Non, mais le point qui est posé, vous posez une question philosophique. C'est pourquoi est-ce que vous dépensez autant pour les services publics, c'est-à-dire qu'actuellement, la France est le championne du monde des dépenses publiques. La France est la championne du monde des prélèvements obligatoires. Pour autant, il y a quelques années, vous avez eu une crise qui s'appelle la crise des Gilets jaunes, qui montrait que notamment on avait un manque de services publics dans la France périphérique. Dernièrement, cette année, vous avez eu une crise des agriculteurs qui montre que les territoires ruraux ont été abandonnés. Donc beaucoup de Français se posent la question, pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'argent et pour autant on nous manque autant de services publics et il y a des services publics qui sont de moins en moins de qualité. Le deuxième élément qui est posé, également en termes philosophiques, c'est est-ce qu'on n'est pas mal organisé ? Est-ce qu'on ne peut pas procéder différemment ? Et je pense que le ministre, au-delà des questions budgétaires et au-delà des différentes questions, essaye de s'inscrire dans l'action qui a été menée par le président de la République depuis 2017, c'est-à-dire de transformer l'action publique pour essayer d'en faire une action publique qui soit plus souple et peut-être dépenser mieux et différemment. Si la France avait le même niveau de fonctionnaires que l'Allemagne, on aurait 2 millions de fonctionnaires de moins. Et l'Allemagne n'est pas un État qui est complètement dysfonctionnel et qui a réussi à survivre pendant la crise sanitaire. De la même manière, sur la question de l'hôpital, peut-être qu'il y a des choses qui sont mal faites et peut-être qu'il y a des choses qui mériteraient d'être réorganisées. Et pour enfin revenir à votre question, je pense que le sujet, c'est d'avoir une fonction publique qui soit beaucoup plus flexible et d'assurer un lien de consentement à l'impôt avec une question d'assurance du service public et une question de continuité. Vous ne pouvez pas avoir dans certains territoires des personnes qui disent de toute façon, je ne vais pas dans les hôpitaux parce que 33% des Français renoncent à se soigner. De la diagonale du vide, c'est encore plus accentué cette rupture entre une partie des Français et une partie des services publics. Donc se pose une question globale de réorganisation. Et sur la question de la carence spécifiquement, si par cas, vous réduisez les questions de carence et de la maladie, et ça ne joue pas uniquement sur la question de la carence, ça permet notamment de ne pas recruter 300 000 emplois supplémentaires. Et ces 300 000 emplois supplémentaires, ça représente plus de 15 milliards d'euros. Avec 15 milliards d'euros, peut-être... C'est l'emploi, les remplaçants, vous voulez dire ? Des remplaçants. Non, vous savez bien qu'on ne les remplace pas, monsieur. Peut-être avec ces 15 milliards d'euros, peut-être qu'on pourrait les investir pour moderniser les services publics et améliorer la qualité au service au travail. Du Premier ministre. Le sujet qui est posé, si...
Par cas, vous avez peut-être éventuellement sur la partie recettes, vous avez un problème sur la partie dépenses. Oui. La gauche ne votera jamais le programme de Michel Barnier sur la dépense, dans la mesure où on prévoit à peu près, enfin c'est pas exactement exact en termes économiques, mais il prévoit 30 à 40 milliards d'euros d'économies. En vrai, c'est pas des économies, c'est parce qu'en fait le budget augmente chaque année, donc en fait on baisse l'augmentation par rapport à l'année précédente. Et jamais la gauche ne s'associera à ce qu'on appelle une baisse des dépenses publiques, notamment dans certains secteurs publics spécifiques, dans la mesure où ils vont reprendre votre argumentaire en disant que c'est la casse des services publics, etc. Et à peu près le même sujet qui est à peu près débattu continuellement. Donc en fait, pour voter un budget, il faut une partie dépenses et une partie recettes. L'autre volet qui est aussi important, c'est que le texte doit passer au Sénat. Or, le gouvernement dispose d'une majorité au Sénat. Et il faut rappeler que notamment Hervé Marseille et le successeur de Bruno Retailleau, Mathieu Darnaud, vont reprendre les dispositions proposées par Michel Barnier dans la mesure où le Sénat est plus solidaire du gouvernement que ne l'est l'Assemblée. Et donc, ils vont reprendre une grande partie des dispositifs. Et si par cas, vous arrivez sur un texte qui n'est pas voté à l'Assemblée, ce qui est la chose la plus probable, en raison du nombre d'amendements très important, et que le Sénat reprend le texte du gouvernement initial, vous arrivez sur une commission mixte paritaire. Et en commission mixte paritaire, vous avez 7 députés, 7 sénateurs. Et je pense que l'objectif de Michel Barnier, c'est d'éviter le 49.3, de passer par une commission mixte paritaire en disant que l'ensemble du Parlement s'est exprimé sur le sujet. Et dans la commission mixte paritaire, il peut être majoritaire dans la mesure où cette commission mixte paritaire serait en partie plus favorable. Et à ce moment-là, il pourrait justifier le fait qu'en fait, il n'y a que l'Assemblée nationale qui s'y oppose et retourner l'opinion publique. Parce qu'en fait, l'utilisation du 49.3 repose sur une chose. Le gouvernement est considéré comme illégitime à l'heure actuelle dans la mesure où il n'a pas gagné les élections. Le deuxième élément, c'est que le 49.3 est considéré comme impopulaire depuis l'utilisation massive par Elisabeth Borne. Donc en fait, il faut pouvoir justifier auprès des Français que vous devez utiliser le 49.3. Vous avez la commission mixte paritaire dans un premier temps qui peut aller dans ce sens-là. Le deuxième élément qui va être très clé, c'est toute la rhétorique du gouvernement, c'est de dire si par cas il n'y a pas de budget, si le budget n'est pas voté, on ne peut pas prélever les impôts, on ne peut pas payer les fonctionnaires. Et à ce moment-là, ça justifierait l'utilisation du 49.3 par Michel Barnier, qui arriverait à faire ce qu'a fait Arnaud Benedetti, dire l'opinion publique. À dire qu'il n'y aura pas de socle commun à l'Assemblée, en fait. Le socle commun est actuellement divisé parce que, comme l'a dit David Amiel, d'un côté, il y en a qui veulent voter avec la gauche et de l'autre côté qui disent qu'il ne faut pas augmenter les impôts et Michel Barnier augmente trop les impôts. Donc entre ce que dit Darmanin et David Amiel, il y a... À ces propos, oui. et j'avais une question également parce que Karine Algrin-Roger nous parlait d'un double discours tenu par Emmanuel Macron auprès des professions de santé et des professeurs. Oui. Il y a un double discours de la part du chef de l'État ? Mais de toute façon, il y a à peu près un double discours de la part de l'ensemble du personnel politique sur la question de la santé, tout simplement parce qu'il faut faire des réformes qui sont très fortes et malgré tout, vous avez un système qui est contraint. Pourquoi est-ce que le système est contraint ? Parce que depuis les années 90, Michel Rocard et Juppé, qui étaient un Premier ministre de gauche et de droite, ont eu des difficultés en raison de deux choses qui sont spécifiques. La première, c'est le vieillissement de la population. C'est-à-dire que le vieillissement de la population provoque des coûts supplémentaires sur le système de santé. Le deuxième élément qui est important, c'est que comme vous avez ce qu'on appelle le chômage de masse depuis les années 80 et depuis les deux chocs pétroliers, or, le budget de la santé repose sur ce qu'on appelle les cotisations sociales, patronales et sociales. Donc, sur le travail, si par cas vous avez moins de travailleurs, forcément vous avez moins de recettes supplémentaires. Et donc, vous avez un problème de budget. Donc, comment faire pour trouver un budget supplémentaire ? Vous avez un budget qui augmente chaque année, parce que Madame l'a très bien rappelé, le budget augmente de 2,8, même en système contraint. Ce n'est pas qu'il baisse. Donc, contrairement à ce qu'on dit, chaque année, il augmente de 2,8. 2,8, à quoi ça correspond exactement pour rappeler ? Et à l'inflation, ça tient compte de l'inflation. Ça tient compte de l'inflation, mais cette année, l'inflation est inférieure à 2,8. Donc 2,8 sur 300 milliards d'euros, c'est-à-dire que le budget de la santé augmente de chaque année de 10 milliards d'euros. Hors Ségur de la santé. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le nombre de personnels soignants dans ce qu'on appelle la fonction publique hospitalière augmente chaque année. Il n'a jamais baissé depuis 20 à 30 ans. Le troisième élément, c'est que le budget du coût général de la santé augmente et représente à peu près 10%, voire 12% du PIB. Avec tout cet argent, peuvent se poser une question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire aussi bien que nos voisins, alors qu'on consacre 12,1% du budget de notre santé à notre PIB et que 12,7 en Allemagne. Et pourtant, quand vous regardez les chiffres spécifiques, l'Allemagne consacre 12,7 et nous 12,1, leur personnel soignant est mieux rémunéré, les infirmiers sont mieux rémunérés et ils ont plus de lits d'hôpitaux. Et donc se pose une question qui est légitime, pour où est-ce que passe cet argent ? Et je termine dessus. C'est la position de Philippe Juvin, le député de Hauts-de-Seine, qui est également chef de service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou. Il dit qu'il y a suffisamment de moyens pour la santé, mais l'argent ne va pas suffisamment aux soins. Justement, j'ai juste un dernier point. En fait, vous avez un problème sur le budget de la santé, c'est qu'il y a 35% du budget qui part dans les coûts administratifs. Mais qui a eu cette idée géniale ? Mais qui c'est qui a eu l'idée géniale de faire la tarification aux soins ? Je termine juste sur ce dernier point. Vous enveloppez le truc. Je termine juste sur le dernier point. C'est les libéraux qui ont eu cette idée géniale. Vous allez voir, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais été au gouvernement. Non, je ne parle pas du gouvernement. Je dis les libéraux, l'idéologie libérale qui a dit... 35% du budget part en coûts administratifs et en coûts d'infrastructure. Et sur le nombre de personnels soignants, vous avez 35% du personnel qui n'a jamais vu un malade et qui s'occupe uniquement des fonctions administratives. Et peut-être que cela peut aller... Qui a eu cette idée géniale ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
C'est-à-dire qu'elle ouvre la voie éventuellement à un autre impôt. Moi, sur la taxe d'habitation, je pense que ce n'est pas une bonne idée pour 2 raisons spécifiques. La première, c'est que le coût du logement, en fait, quand vous avez ce qu'on appelle les dépenses contraintes de nos concitoyens, la part la plus élevée, en fait, pourquoi est-ce que les Français sont moins riches que les Allemands? Pour 2 raisons spécifiques. Un, c'est que le PIB par habitant allemand est supérieur au PIB français, donc les salaires sont plus élevés en Allemagne qu'en France. Et le deuxième point, c'est que nos dépenses contraintes sont très élevées, notamment sur la question du logement. Or, si vous rajoutez une taxe d'habitation sur des dépenses contraintes qui sont très importantes en matière de logement, en fait, vous aggravez le problème de pouvoir d'achat de nos concitoyens qui, donc, du coup, vont dépenser en termes de logement plus en termes de taxes un coût qui est trop important et qui vont miner leur pouvoir d'achat. Or, avec les épisodes successifs d'inflation, de crise sanitaire, etc., je pense qu'il faut plutôt redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens plutôt que leur en prélever davantage. Et donc, se pose éventuellement une question, comment faire pour financer les collectivités territoriales? Il y a 2 raisons qui sont possibles. Soit vous prévoyez des économies qui sont très fortes à travers une baisse de la dotation globale de fonctionnement, comme ce qu'avait fait à l'époque François Hollande. La deuxième possibilité, c'est de faire un transfert qui soit plus fort, parce qu'en fait, lorsqu'on a supprimé la taxe d'habitation, on a compensé à l'euro, mais pas en dynamisme. Donc, il faudrait éventuellement réévaluer pour donner une dotation supplémentaire. A prévu d'y répondre lors de son séminaire? Est-ce qu'il y a des pistes qui ont été avancées? La difficulté que vous avez, c'est que vous avez un mal qui est profond. Il ne date pas uniquement de cette année, il date depuis beaucoup plus longtemps, et ça ne concerne pas uniquement la Martinique, ça concerne l'ensemble des territoires d'outre-mer. Premier point, lorsque vous prenez une chose qui est simple, lorsqu'un Français, un métropolitain doit s'installer en outre-mer, il doit augmenter son nombre de dépenses de 15 à 20% dans n'importe quel territoire d'outre-mer. Le deuxième point, c'est que si vous prenez exactement la même denrée, que ce soit en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, etc., vous êtes sur une augmentation, une différence de prix qui est de 30 à 40%. Pourquoi est-ce que vous avez une différence? Parce que les outre-mer ont une production qui est différente de la nôtre et ils importent une grande partie. Il y a beaucoup d'importations. Il y a beaucoup d'importations de produits. Donc se posent 2 sujets. Soit vous décidez de changer l'économie des Outre-mer éventuellement, de faire en sorte qu'ils produisent leurs propres produits pour réduire les coûts, soit vous considérez qu'ils n'ont pas à produire cette question de coûts parce que vous avez une question de continuité territoriale et donc du coup vous avez vous raisonnez en termes de territoire d'ensemble et pas uniquement sur une question des Outre-mer. Et je pense à ce moment-là que le gouvernement va essayer de faire en sorte de réduire et de faire converger les prix des Outre-mer sur celui de la métropole, c'est-à-dire en subventionnant tout en partie une partie des produits pour éviter la fronde, parce que vous ne pouvez pas continuer sur un système qui est de cette façon-là. De la même manière, vous ne pouvez pas avoir des Français de seconde zone qui habitent dans les dom-toms, qui habitent sur le territoire métropolitain. Oui, parce qu'il y a en ce moment, on sent bien que c'est en train de monter, la grogne sur place. Et après, sur votre question, c'est François-Noël Buffet qui s'en occupe, qui était ancien président de la commission des lois du Sénat et qui, en fait, a une longue expérience sur la question des Outre-mer. Et je pense qu'il va essayer d'arriver à un accord avec les responsables locaux pour réduire le niveau du prix. Mais je pense qu'il faut quand même le rappeler, ils ont quand même un arbitrage qui est difficile. C'est-à-dire qu'en fait, les solutions qui sont proposées reposent soit sur des subventions, donc des mécanismes de dépenses supplémentaires, soit ce qu'a proposé Madame la députée, une baisse de la fiscalité. Et ce n'est pas la tendance, les la dépenses tendance supplémentaires. qui est plutôt à celle des réductions de déficit. Donc je pense qu'ils vont filer un coup de pouce, parce que vous avez une situation qui est compliquée, mais ils ne peuvent pas tout donner non plus. Merci.